Le pays de Poutine s'est transformé en désert glacé, de Moscou à Saint-Pétersbourg, du Kamtchatka jusqu'aux localités les plus reculées de Russie, tout est figé par le froid. Les températures sont descendues jusqu'à -50 degrés. Les images qui nous parviennent de Russie sont véritablement choquantes. Des gens attendent des bus pendant des heures dans un froid extrême. Les transports publics se sont effondrés. Mais Poutine, lui, est sans doute bien loin de toute cette misère, installé dans les salles chauffées du Kremlin. La neige, visiblement, n'a pas bloqué les routes du Kremlin. Au Kamtchatka, dans l'extrême-orient russe, la situation est totalement différente. Ce matin, dans les rues gelées de cette région, les habitants n'ont pas commencé leur journée en ouvrant leurs portes, mais en brisant leurs fenêtres. Des scènes auxquelles on peine à croire. Des images qui semblent tout droit sorties d'un film catastrophe hollywoodien sont désormais la réalité russe. Imaginez cela. Vous vous réveillez le matin, vous vous dirigez vers la porte pour aller travailler, mais derrière celle-ci se dresse un mur. Un mur blanc, impénétrable. Vous vous précipitez vers la fenêtre, et ce que vous voyez vous glace de peur. Les congères atteignent le 4e étage, et par endroits même le 9e étage des immeubles. Des habitants sautent par les fenêtres de leur appartement situé au 4e étage sur les amas de neige en contrebas, glissant pour sortir de chez eux et tenter d'obtenir un morceau de pain. Ce que je décris n'est ni une exagération, ni un roman dystopique. C'est la réalité brutale qui se déroule aujourd'hui en Russie, sous l'ombre de l'empire de Poutine. Comment un pays doté de l'arme nucléaire, un pays capable d'envoyer des hommes dans l'espace, peut-il emprisonner ses propres citoyens dans des immeubles glacés et les forcer à survivre dans des conditions médiévales? La réponse ne se trouve pas seulement dans la quantité de neige tombée, mais surtout dans la destination de l'argent et de la main-d'œuvre censée la dégager. Aujourd'hui, nous allons suivre la piste froide et sombre de l'argent, depuis les villes russes ensevelies sous la neige jusqu'aux infrastructures civiles sacrifiées par le Kremlin au profit de la guerre. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer le bouton « J'aime » car nous allons soulever ce manteau blanc qui recouvre la Russie pour révéler la réalité grise qui se cache en dessous. La situation dans laquelle se trouve la Russie reflète une crise si profonde et si systémique qu'elle ne peut être expliquée par une simple anomalie météorologique. Ce qui s'est produit au Kamtchatka, des congères atteignant le 4e étage et des personnes glissant par les fenêtres pour survivre, est en réalité le résultat direct des choix catastrophiques de Moscou en matière de gestion des ressources. L'administration de Vladimir Poutine, dans son budget pour 2025 et les années suivantes, a porté les dépenses militaires à un niveau historique, atteignant 6 à 7% du produit intérieur brut, tout en supprimant pratiquement les budgets des administrations locales, des municipalités et des mécanismes de protection civile. Dans des conditions normales, un pays riche en pétrole et en gaz naturel devrait disposer de l'équipement et du carburant nécessaires pour maintenir ses routes ouvertes et transporter ses citoyens en sécurité, même durant les hivers les plus rigoureux. Mais aujourd'hui, nous voyons le carburant versé dans les chars, l'argent transformé en missiles et les ressources humaines envoyées sur le front ukrainien. Le fait que même les services d'urgence de Petropavlovsk-Kamtchatsky soient paralysés, que les ambulances ne puissent atteindre les patients et que les habitants creusent eux-mêmes des tunnels pour sortir de chez eux constitue la preuve la plus concrète que l'État a totalement abandonné son obligation fondamentale, protéger ses citoyens, ce que l'on appelle le contrat social. Si ce sentiment d'abandon se limitait à l'Extrême-Orient, Moscou pourrait peut-être le qualifier de catastrophe régionale, mais la crise a atteint le cœur même de l'Empire, Moscou et les grandes villes. Les longues files d'attente sombres rappelant la fin de l'Union soviétique dans les années 1980 sont de retour dans les rues de la capitale. Sur les réseaux sociaux, on voit des moscovites grelotter à -20 degrés, attendant plus de 60 minutes un bus qui, sur le papier, devrait passer toutes les 5 minutes. Alors où sont ces bus? Où sont les chauffeurs? Nous retrouvons ici la logique implacable de l'économie de guerre. La majorité des conducteurs ont probablement été mobilisés ou attirés vers les usines du complexe militaro-industriel par des salaires plus élevés. La pénurie de pièces détachées, combinée aux sanctions occidentales qui ont frappé les transports publics après l'aviation civile, a transformé le système de transport moscovite, autrefois réputé pour sa précision, en un chaos permanent. Les citoyens, entassés dans des véhicules glacés et non chauffés, payent en réalité le prix des ambitions ukrainiennes de Poutine avec leur santé et leur confort.
À Moscou, les dangers physiques viennent désormais s'ajouter à cette crise des transports, portant la situation à un niveau potentiellement mortel. Dans des zones très fréquentées comme le boulevard Izmaïlovski, d'énormes blocs de glace et des masses de neige gelée se détachent des toits et tombent sur les voitures, voire sur les passants. En temps normal, les équipes municipales nettoieraient les toits, saleraient les routes et garantiraient la sécurité. Mais aujourd'hui, le carburant de leurs véhicules, leurs budgets salariaux et le personnel nécessaire ont été sacrifiés au nom de l'opération militaire spéciale. Un bloc de glace qui s'écrase sur une voiture ne détruit pas seulement du métal. Il brise aussi la croyance de la classe moyenne russe selon laquelle l'État nous protège. Les employés de bureau vivant à Moscou, qui jusqu'ici se sentaient à l'abri des conséquences de la guerre, ressentent désormais son souffle glacé lorsqu'ils descendent vers leur voiture le matin. La sécurité est devenue un luxe non seulement pour les soldats au front, mais aussi pour les mères et les enfants marchant sur le trottoir. Plus à l'est, au cœur de la Sibérie, la situation bascule de l'inconfort vers la survie pure. Dans la région d'Irkoutsk, où les thermomètres affichent moins 55 degrés, l'infrastructure s'effondre. Les canalisations de chauffage, héritées de l'ère soviétique et depuis longtemps à bout de souffle, éclatent les unes après les autres, incapables de résister au froid extrême et à la négligence. Des milliers de personnes sont coincées chez elles sans électricité ni chauffage, dans des appartements sombres et glacés. L'enseignement à distance est présenté comme une solution, mais comment l'Internet et les ordinateurs peuvent-ils fonctionner sans électricité ? Pour ces gens, la guerre n'est pas un bulletin d'information à la télévision. Elle signifie des tuyaux gelés, des radiateurs froids et des familles recroquevillées sous des couvertures, habillées de plusieurs couches pour ne pas mourir de froid. Le fait qu'aucun rouble du budget de guerre de Poutine, dépassant les 100 milliards de dollars, n'ait été consacré au remplacement d'un seul tuyau rouillé à Irkoutsk révèle brutalement la valeur réelle que le régime accorde à la vie humaine. Cet effondrement des infrastructures et le chaos provoqué par les catastrophes naturelles laissent également de profondes cicatrices psychologiques et déclenchent une vague migratoire silencieuse mais croissante. Les gens commencent désormais à dire « cet endroit n'est plus sûr », et pas seulement à propos de Belgorod près de la frontière ukrainienne, mais aussi de Moscou, de Saint-Pétersbourg et des villes sibériennes. Les couches les plus éduquées, parlant des langues étrangères et intégrées au monde global, cherchent des moyens de fuir ce retour à l'âge de glace et l'effondrement économique provoqué par la guerre. Ce ne sont pas seulement les bâtiments du Kamtchatka qui sont ensevelis sous la neige, mais aussi l'espoir d'un avenir. Pourquoi rester dans un pays où il faut sauter par une fenêtre pour sortir de chez soi en sachant qu'aucune ambulance ne viendra en cas de maladie, alors que le rêve d'une grande Russie se transforme en prison froide, inhabitable et isolée? Cette fracture sociale provoque des dégâts bien plus durables que les pertes militaires au front. Sur le plan économique, ces tempêtes de neige portent un nouveau coup mortel à une économie déjà étouffée par les sanctions. Les routes logistiques paralysées, les camions bloqués et les retards ferroviaires entraînent des rayons de supermarchés vides et une inflation supplémentaire. Dans des régions comme le Kamtchatka, l'approvisionnement en nourriture fraîche est totalement interrompu. Même à Moscou, des pénuries ponctuelles apparaissent. Imaginez un empire qui se vante de posséder des missiles hypersoniques mais qui est incapable d'acheminer du lait ou de la salade dans sa propre capitale. C'est la version moderne du célèbre paradoxe soviétique. Nous avons des missiles mais pas de beurre. Poutine a vidé les veines du pays pour financer la guerre, et maintenant ces veines gèlent et éclatent. Cette paralysie économique hypothèque non seulement le présent, mais aussi la prochaine décennie de la Russie. Chaque investissement non réalisé aujourd'hui dans les infrastructures reviendra demain sous la forme d'un effondrement encore plus grave. Le monde observe attentivement. La Chine voit que son voisin et prétendu allié est incapable de gérer un hiver ordinaire. Les analystes militaires occidentaux s'interrogent: comment une armée incapable de déneiger son propre territoire ou de maintenir son réseau ferroviaire peut-elle soutenir une logistique profonde en Europe? Ces images détruisent le mythe de la superpuissance russe, peut-être plus encore que les pertes militaires. Car la puissance d'un État ne se mesure pas seulement au nombre de chars, mais à sa capacité à protéger ses citoyens et à faire fonctionner son système en temps de crise. Aujourd'hui, la Russie ressemble à un géant enseveli sous la neige, un géant fatigué, écrasé par son propre poids.
Sur la scène internationale, cette faiblesse réduit son pouvoir de négociation et offre un avantage stratégique à ses adversaires. Regardons maintenant la réaction du Kremlin. Les médias officiels ignorent ces images ou les présentent comme un phénomène naturel exceptionnel, tentant de dissimuler la responsabilité de l'État. Mais à l'ère des réseaux sociaux, la censure se fissure. Les images de neige atteignant le 4e étage circulent en quelques secondes. Les citoyens s'organisent sur Telegram et WhatsApp, créant des réseaux de solidarité civile en l'absence totale de l'État. Cela marque un processus extrêmement dangereux pour un régime autoritaire. La disparition progressive de la confiance envers l'État et l'apparition du réflexe « nous devons nous débrouiller seuls ». Le plus grand danger pour un régime autoritaire survient lorsque les gens commencent à dire « nous n'avons plus besoin de l'État ». Ce que Poutine a perdu dans les rues enneigées, ce n'est pas seulement son prestige, mais sa légitimité. La neige qui tombe sur la Russie n'est pas seulement un phénomène météorologique, c'est le bilan de 20 années de pouvoir poutinien et de ses aventures géopolitiques. Chaque flocon représente un rouble volé aux infrastructures, non investi dans l'éducation, non consacré à la santé, transformé en bombe. Les habitants du Kamtchatka glissant par leurs fenêtres, ceux qui gèlent à Irkoutsk, les travailleurs attendant des bus pendant des heures à Moscou, tous paient aujourd'hui le prix des ambitions impériales de Poutine. Cet hiver n'est pas seulement froid pour la Russie, c'est une saison de réveil brutal. Lorsque la neige fondra, le paysage révélera probablement un pays bien plus détruit et épuisé que celui que nous voyons aujourd'hui. Mais l'ironie tragique la plus profonde se cache dans l'identité géopolitique russe. Rappelez-vous la plus grande menace du Kremlin au début de la guerre : nous fermerons le gaz, l'Europe gèlera. La propagande diffusait des scénarios apocalyptiques montrant les capitales européennes replongées dans l'âge de glace. Aujourd'hui, le miroir est cruel. L'Europe a traversé l'hiver au chaud grâce à la diversification énergétique, tandis que la Russie, autoproclamée superpuissance énergétique mondiale, est incapable de chauffer ses propres citoyens. Voir une population assise sur d'immenses réserves de gaz contrainte d'utiliser des poêles à bois, voire du fumier en Sibérie, est la preuve la plus éclatante que l'arme énergétique de Poutine s'est retournée contre lui. Pendant que les gazoducs de Gazprom, valant des milliards, restent inutilisés, des grands-mères russes gèlent dans les villages traversés par ces mêmes pipelines. Ce n'est pas une simple erreur logistique. C'est la preuve fatale d'un empire ayant perdu le sens de ses priorités. Obsédé par l'usage du gaz comme arme, Moscou a oublié que sa fonction première est de chauffer son propre peuple. Mais avez-vous réfléchi à l'acte suivant, bien plus dangereux que le froid actuel ? Le véritable cauchemar dont parlent à voix basse les experts, mais que les médias du Kremlin censurent, s'appelle la grande fonte du printemps. Que se passera-t-il lorsque ces congères atteignant le 4e étage commenceront à fondre ? Dans un pays normal, les égouts, les canaux de drainage et les barrages sont entretenus tout l'hiver. Mais nous l'avons vu, l'argent est allé aux chars et les ouvriers sont partis au front. Cela signifie que la Russie pourrait faire face à l'une des plus grandes catastrophes d'inondation de son histoire moderne. Les ruptures de barrages d'Orenbourg et d'Orsk de l'an dernier pourraient se reproduire à une échelle bien plus vaste. Les hydrologues alertent déjà, la neige qui emprisonne aujourd'hui les gens pourrait demain devenir une mer de boue arrachant les maisons à leurs fondations. C'est alors que commencera le véritable test pour l'administration Poutine. Contre le froid, on peut se couvrir. Contre une inondation massive, personne ne peut lutter seul. Quand les eaux montent, les épidémies apparaissent, l'eau potable se mélange aux égouts, et la propagande sur la guerre en Ukraine ne signifie plus rien pour un citoyen dont la maison est submergée. La neige d'aujourd'hui n'est qu'un voile temporaire couvrant l'effondrement écologique et sanitaire à venir. Le Kremlin peut faire taire les médias, mais il ne peut pas censurer les lois de la physique ni arrêter l'eau. Le véritable ennemi de la Russie n'est pas extérieur. C'est la chaîne d'événements catastrophiques provoqués par une infrastructure délabrée et ingérable. La guerre a déclaré la guerre non seulement au présent de la Russie, mais aussi à sa géographie et à son avenir. Alors, qu'en pensez-vous ? Un dirigeant peut-il continuer à dépenser des milliards pour la guerre pendant que ses citoyens s'échappent par les fenêtres sous la neige ? Ou ce désastre blanc sera-t-il le point de rupture qui fera enfin parler les masses silencieuses ? J'attends vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de liker la vidéo pour plus d'analyses approfondies comme celle-ci.